Aujourd'hui, pour cet épisode du podcast Coalition, j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir Alexia Barrier. Alexia est la femme française la plus rapide autour du monde. Son record a été officiellement homologué il y a quelques jours, quelques semaines par World Sailing Speed Record Council, si je ne me trompe pas. 57 jours, 21 heures, 20 minutes avec The Famous Project dans le cadre du trophée Jules Verne. Alexia, tu es arrivée avec ton équipage 100% féminin le 26 janvier, après une aventure exceptionnelle. Et on va en parler, mais on va parler un peu de tout ce que tu construis autour de la voile, de ton parcours de navigatrice, de championne, d'entrepreneur. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de deux choses. Le jeu avec le Vendée Globe, qui était le point de départ de ta plus grande aventure dans la voile, sachant que tu navigues depuis quand même très longtemps. Tu nous raconteras un petit peu. Et ensuite le nous avec donc The Famous Project. Je suis ravie, Sophie, d'être avec toi et de pouvoir partager un peu mon expérience d'entrepreneur, de navigatrice, de femme, d'être humain sur cette jolie planète. Et, euh, et c'est marrant qu'on démarre avec ça, le Vendée Globe versus le Trophée Jules Verne, le solitaire versus l'équipage. C'est quand même deux tours du monde, exactement le même parcours finalement, sauf que pour l'un, on part des Sables d'Olonne et l'autre de Brest. C'est pas si loin que ça à l'échelle de la planète. Ouais. Ça change pas grand-chose en termes de sport, on va dire, et de parcours. Par contre, l'aventure humaine et l'aventure sportive et entrepreneuriale est vraiment différente. Euh, je sais pas, on parlera peut-être plus tard comment j'arrive sur le Vendée Globe, mais en tout cas, si je dois comparer les deux aventures, je pense qu'en solitaire, sur le Vendée Globe, j'ai appris un peu à survivre, parce que déjà être sur la ligne de départ, mais comme pour toutes les courses, déjà c'est une grosse bataille. Et en plus, je suis partie avec le plus vieux bateau de la flotte. J'avais zéro chance de gagner, mais j'avais envie de terminer cette course. Il y a très peu de gens sur la planète qui ont terminé le Vendée Globe en course. On est à une soixantaine à peu près, donc à peu près 10 femmes. Maintenant, les chiffres ont un tout petit peu augmenté, mais à peine. Voilà, c'est déjà terminé, c'était extraordinaire. Et quand je te dis survivre, je me suis fracturé le dos 10 jours avant de passer la ligne d'arrivée. J'ai pas trop communiqué là-dessus, mais maintenant je peux en parler parce que c'est quand même un petit traumatisme. Et apprendre l'autonomie. Sur le trophée Jules Verne, c'est un projet en équipage, donc on fonctionne vraiment différemment. Où là, on parle d'un collectif à bord d'un bateau et on est comme quand on doit gérer à terre une entreprise quelque part, parce que on doit gérer des humains. Et Donc ça, ce qui est fascinant, c'est que tu transcris toujours en mots compréhensibles pour tout le monde ton aventure. Tu es très attentive à la transmission. Euh, mais nous, de notre point de vue de terrien, euh, tu vois, on se dit, c'est- en fait, comment réussir, euh, comment réussir justement à garder le fil, à rester lucide, à être si capable d'exprimer les choses et même, enfin, je veux dire, même pendant ta course, moi j'ai suivi ta communication et tu te mettais à notre portée, ce qui était alors qu'on savait que sur le bateau ça devait être incroyable et absolument terrifiant par moments. Donc moi je suis fascinée par ça en fait. sur le récit, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que c'est moi qui suis la capitaine en mer et à terre. J'ai la vision de là où je veux aller. Et si je veux pas me retrouver toute seule avec ma vision, il faut que je sois capable de la partager à mon équipe, à mes partenaires et obligatoirement aussi la partager avec les personnes qui nous suivent. Et je le fais pas en me forçant, je le fais parce que je comprends que si je veux être écoutée, il faut que j'arrive à me faire comprendre. Et puis l'autre point, en 2010, j'ai créé une association qui s'appelle Format et Planète, où j'ai monté des programmes éducatifs et j'ai plus d'un million d'enfants qui suivent mes aventures. Et j'ai vraiment envie que le matin, quand ils prennent leur petit
chocolat au lait devant leur tablette et qui regardent la vidéo, qu'ils soient pas en face de quelqu'un qui leur parle de technique et de choses, qui sont sympas, mais vraiment trop abstraites pour se les approprier. Donc je pense qu'il y a aussi ce volet, cette envie de partager avec le plus grand nombre que j'ai ancré, au fond du cœur et dans toutes mes aventures depuis des années. Et voilà, c'est, je pense, les 2 raisons pour lesquelles, je m'exprime un peu différemment peut-être d'autres marins, d'autres skippers qui font de la course au large. Bah, écoute, en tout cas, ça rend les choses encore plus passionnantes, en fait, pour celles et ceux qui te suivent. On va revenir effectivement sur le Vendée Globe et peut-être que tu veux nous dire ce qui t'a amené, à t'engager, sur ce tour du monde, qui Oui, est quand même très, très, très challenging. ouais, on appelle, ce tour du monde l'Everest des mers parce qu'il y a en effet très peu de personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui l'ont terminé en course et qui osent se lancer au tour du monde. Et moi, ça part de, j'arrive à Nice à l'âge de 3 ans. Mes parents me font naviguer avec mon frère qui avait quelques mois, sur un tout petit bateau, et c'est comme ça que je découvre, la navigation finalement en Méditerranée. Sur le papier, étant méditerranéenne, étant une femme et heu et ayant des parents qui sont pas fortunés, j'avais 0 chance, d'être au départ du Vendée Globe. Heu et à l'époque, en plus, j'étais fan d'un autre sport. Je jouais au basket. Je jouais en équipe régionale quand j'étais petite et mon rêve, c'était de jouer D'accord. en NBA. Ça va faire rire ceux qui me connaissent parce que je mesure 1,58 m, mais j'étais une super bonne meneuse de jeu. Et à l'âge de 12 ans, au moment, où je dois rentrer en sport-études basket, bah, là, mes parents me disent, en gros: «Ça va pas le faire parce que tu joueras jamais en NBA». Et en plus, le niveau d'études était pas super à l'époque, donc ils m'ont dit: «En gros, on va tout rater dès le démarrage». Et là, franchement, enfin, je sais pas si tu te souviens d'Amélie Poulain, qui se transforme en flaque d'eau, bah, ça m'a fait le même effet. Et quelques Mmh, semaines après cette mmh. mauvaise nouvelle, je vois à la télé le départ du 2e Vendée Globe. Et là, je me souviens très bien de ce moment, je suis assise devant la télé. Il y avait sûrement ma famille derrière moi, mais ça, je m'en souviens pas. Et j'ai des frissons et je me dis: «Un jour, je serai skipper du Vendée Globe». Donc j'ai 12 ans, et à 12 ans, ça y est, je vois ma ligne d'arrivée, enfin, je vois mon objectif. C'est d'arriver un jour à être skipper du Vendée Globe. Donc j'enchaîne les expériences, sur différents bateaux avec différentes personnalités de la voile. Alors en Méditerranée, on n'a pas d'école de course au large. Par contre, comme il y a des beaux événements comme les voiles de Saint-Tropez ou les voiles d'Antibes et cetera, tu as tous les plus grands navigateurs internationaux qui passent par chez moi. Donc je me fais remarquer, puis je me fais embarquer, avec, Dennis Conner, Big Bad Dennis qui a gagné 5 fois la Coupe de l'America. Je navigue avec Florence Artaud, Luc Poupon. Enfin, peut-être que ça vous parle pas si vous connaissez pas la voile, mais c'est un peu les Brad Pitt et les Rihanna dans mon Si, sport. si, c'est exactement ça. Ouais, oui, c'est exactement ça. Ce sont les immenses stars de la voile. C'est ça, et je me retrouve à naviguer au plus haut niveau sur différents bateaux, pas les circuits connus en France, mais des circuits, internationaux. Hem et là, je fais, bah, mes apprentissages avec toujours cette rigueur de pas, aller naviguer pour naviguer, mais aller naviguer pour apprendre et apprendre, des meilleurs, et rapidement avoir envie d'être plus forte qu'eux. Et c'est comme ça que j'ai fait mes gammes, on va dire, sur les premières années de course en équipage ou en double. J'ai fait aussi du match racing, c'est, une discipline, comme la Coupe de l'America pendant des années, Mmh. avant de me lancer en solitaire. Et j'ai réussi à me lancer en solitaire directement à la fin de mes études. J'ai fait un master en management du sport, j'avais 25 ans, grâce à mon premier partenaire qui s'appelle Roxy, et pour faire Sur la la Mini Mini Transat, Transat. hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça démarre, ça part de là, quoi. Une Mini Transat, c'est faire une traversée de l'Atlantique. À l'époque, c'était de La Rochelle jusqu'à Salvador de Bahia sur un tout petit bateau de 6,50 m, sans ordinateur, sans moyens électroniques, sans téléphone satellite. Voilà, c'est l'école de la course au large. Et pour moi, c'est la première fois, tu vois, que je trouve un partenaire, un sponsor, que je trouve, quelqu'un qui me prête des sous pour acheter un bateau et que je lance mon premier projet, un peu entrepreneurial pour réaliser finalement ma première étape, qui m'amènera un jour, au départ du Vendée Globe.
Derrière, j'enchaîne les transatlantiques, qui sont connus, comme la route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Transat AG2R et finalement 2018, j'arrive à acheter un bateau pour partir sur le Vendée Globe. Mais voilà, j'ai 40 ans quand je prends le départ du Vendée Globe, donc depuis l'âge de 12 ans, on va dire que j'ai rien lâché, avec des années où je gagne pas d'argent, mais que où j'arrive quand même à naviguer au plus haut niveau et et de me dire que je suis sur la bonne voie. Je sais pas, je connais pas le chemin, mais j'ai le sentiment que je suis sur la bonne route. Et ça, c'est une conviction qui est chevillée au corps parce que comme tu le dis, hein, de l'âge de 12 ans où tu vois ça à l'âge de 40 ans où tu vas effectivement prendre le départ, il faut quand même avoir, beaucoup de consistance et de la force et du courage et ça, c'est ce que tu vas mettre en jeu en partant aussi, du coup sur cette course qui, je le rappelle, c'est le Vendée Globe, c'est sans assistance, sans escale. Et une course autour du monde où tu dois, passer, les caps mythiques. Sur le Vendée, tu es vraiment seul face à toi-même parce que, Ouais. tu as même pas le droit d'appeler ton équipataire pour demander des conseils, c'est interdit. Donc tu dois vraiment tout gérer seul. Tu reçois tes fichiers météo, tu fais ton routage sur le trophée Jules Verne. On a le droit à un routeur, on a le droit à une aide, on a le droit d'appeler notre équipataire pour demander conseil. Évidemment, c'est nous sur le bateau qui faisons les choses, mais c'est 2 approches, assez différentes et ça, je pense que c'est dû aussi aux machines qui sont vraiment différentes et ça, c'est un point important. Parce que le Vendée Globe, c'est en monocoque et le trophée Jules Verne, c'est en trimaran en multicoque. Et quand je me lance sur le trophée Jules Verne, ça fait 27 ans qu'il n'y a pas eu de femme en multicoque. Ça veut dire que les personnes que je vais embarquer avec moi, même si elles sont championnes olympiques, multi-médaillées d'or aux Jeux ou si elles ont fait 6 fois le tour du monde ou 5 fois, pardon, comme Dika Fari, ma co-skipper, elles n'ont aucune expérience en multicoque. Ça veut dire que tu passes, par exemple, pour donner un exemple, c'est comme si tu passes de la MotoGP à la Formule 1. C'est de la course, c'est de la mécanique, mais ça n en termes de pilotage, ça n'a rien à voir. Tu dois tout réapprendre. Donc C'est un ultime en c'est un plus. Enfin, ultime, ouais, ouais, parce que, un géant des mers de c'est quand même les plus grands, ouais. heu, les bateaux les plus rapides, les plus grands et toi, donc tu fais ce trophée tu fais ce Vendée Globe et 4 ans après, 5 Ouais, ans après? 2021, j'arrive du Vendée Globe et 2025, on part pour, 5, oui, c'est ça. Donc 4 ans ouais. et demi après, tu pars. Ça veut dire que est-ce que c'est un projet que tu avais en tête avant le Vendée ou est-ce que c'est, un projet que tu as imaginé pendant le Vendée? Si tu avais quelques heures pour y penser? Je Qu'est-ce pense que, déjà, mmh, à l'âge de 12 ans, je regardais vraiment les courses et les trimarans, les multicoques, les perrons, les kersozons et cetera. C'était hyper impressionnant. Par contre, je me suis jamais projetée à cette époque, même si ça me faisait rêver, je me projetais pas. Je me suis pas dit: «Je vais être un jour skipper d'un trimaran». Hem Peut-être aussi, voilà, parce qu'il y a 0 femme encore une fois, donc c'est un peu dur de se, représenter, de s'imaginer, dans cette catégorie. Avant le départ du Vendée Globe, une semaine avant le départ, j'ai le sentiment que mon Vendée Globe va bien se passer, donc j'appelle mon sponsor de l'époque et je lui dis: «Qu'est-ce que tu veux faire après?» Et parce que c'est important quand tu as un projet, comme quand tu as une entreprise, de planifier à court terme, à moyen terme, ce qui va se passer après pour pouvoir structurer ton équipe. Donc moi je lui dis: «Moi je veux faire du trimaran» et il me répond: «Bah nous non, la classe ultime, l'ultime, c'est pas du tout, quelque chose qui nous intéresse, c'est pas nos valeurs et cetera. On repart avec toi sur un autre Vendée Globe. On t'aide à avoir un bateau performant pour que tu puisses aller chercher, une meilleure place que ce que tu as fait, en 2020». Et là je dis: «OK», parce qu'on te propose un contrat de 3 ans, enfin c'est difficile de dire non. Et pendant le Vendée Globe, bah, je fais mon Vendée Globe, j'arrive, je repars à la course aux qualifications parce qu'il faut faire des courses de qualification. Donc je fais une Transat Jacques Vabre avec Manu Cousin. Merci encore Manu de m'avoir donné l'opportunité de naviguer avec toi pour faire mes qualifs. Mais pendant cette Transat Jacques Vabre, je pense qu'à une chose,
j'envoie des messages à mes amis à terre. Je leur dis: «Trouvez-moi un trimaran, heu, aidez-moi, je vais sortir de là, je vais sortir de cette boucle, sur laquelle je ne suis pas alignée», même si c'est une chance extraordinaire d'avoir cette opportunité de refaire une campagne pour un Vendée Globe. Moi, je voulais pas faire ça. Je voulais aller faire un trophée Jules Verne. Je voulais naviguer, en ultime. Donc, en rentrant de la transat Jacques Vabre, on lance un communiqué de presse et on annonce à la planète et au monde entier que j'arrête, ma course au Vendée Globe et que je me lance dans, un projet trophée Jules Verne et je repars de zéro parce que j'ai aucun partenaire qui veut me suivre. Personne ne croit en ce projet. C'est clair que c'est un peu comme si je te disais: «Je vais aller marcher sur la lune». Tu me regardes, tu fais: «Ouais, tu mignonne, mais bon allez, on se reverra En fait, dans quand tu». maintenant, je dirais, maintenant, si tu le disais maintenant, je dirais rien. Je disais oui, tu vas sûrement le faire, en fait. Ah ouais, c'est clair. Mais je suis d'accord qu'il y a 4 ans, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais du coup, là, tu, tu dis, euh, je l'imaginais pas quand j'étais petite. Je regardais ça avec des grands yeux admiratifs, impressionnés, etc. Tu sais ce que disent les, les anglo-saxons, you can't be what you can't see. Donc maintenant, tout le monde te voit et toutes les petites filles, toutes les femmes voient que, en fait, si, c'est possible. Et si, et il y a un équipage 100% féminin qui l'a fait, et à sa tête, il y a Alexia Barrier comme leader du projet. Et donc, toi, voilà, tu montes ce projet et tu es une pionnière et, et ça, tu en as conscience. J'en ai conscience, a posteriori parce que quand je veux réaliser un projet, je me concentre vraiment sur, le quotidien du projet. Quelles sont les prochaines marches à gravir? Comment on va y arriver? Quels sont les moyens à mettre en œuvre, comment on va faire, parce que, il y a tellement d'inconnus. Il y a la partie budget, on part sur des millions d'euros. Il y a la partie technique bateau, on part sur une machine sur laquelle on ne sait pas naviguer et quand on a notre bateau, idexport au début, il faut faire un gros chantier donc on peut pas aller s'entraîner. On s'est entraîné que 4 mois avant le départ, alors que, des projets comme, celui de Thomas Coville, par exemple, qui vient de remporter le record absolu du trophée Jules Verne avec son équipage, avec Sodebo. Thomas, ça fait 20 ans qu'il est sur ce dossier du trophée Jules Verne. Ça faisait 2 ans qu'il s'entraînait avec son équipage, mais aussi il a 10 fois plus de budget que nous et il a un partenaire qui est avec lui depuis plus de 20 ans et ça change tout, en fait. Ça te donne, de la sérénité, ça te donne, le temps d'essayer des choses, de te préparer sereinement. Nous, on a tout fait entre guillemets «dans l'urgence», même si, j'ai envie de te dire, même si tu sais pas exactement, heu, comment, ça va se passer, l'expérience de tout ce que tu as fait avant, c'est une boîte à outils magique pour t'apporter des solutions, et c'est pas comme, le lapin qui sort du chapeau, c'est pas de la magie, c'est quelque chose que tu as bossé, depuis des années où tu as vu des situations, tu as rencontré des gens, tu as créé un réseau d'experts autour de toi que tu peux appeler, que ce soit, un banquier pour t'aider à faire ton business plan, pour acheter, notre bateau d'entraînement. J'ai dû acheter un bateau à 1,4 million pour qu'on puisse s'entraîner, donc un plus petit bateau, avant d'avoir notre bateau du trophée Jules Verne. C'est un exemple, mais il y en a tellement en fait et voilà, tu construis brique par brique. Tu as toutes ces pièces du puzzle que tu arrives à assembler et quand tu franchis la ligne d'arrivée, tu regardes le tableau et un tableau, mais encore plus beau que ce que tu imaginais. Pourquoi il est plus beau? C'est pas parce que tu as écrit ton nom dans l'histoire du sport en établissant le premier record 100% féminin, en ayant un record du monde, et cetera, et cetera. Il est encore plus beau parce que tu réalises le nombre de personnes que tu as embarquées dans l'aventure. Tu réalises que tu fais bouger les lignes de ton sport, qu'il y a tu le mentionnais, des petites filles, des jeunes filles qui se lancent et qui osent parce qu'elles ont eu un peu un modèle ou voilà, un exemple de tout est possible, on peut y aller
Et ça, c'est super important. Je pense que c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Faire des projets qui sont plus grands que nous, qui vont au-delà du sport et de la compétition, des histoires et des aventures humaines, et on en a vraiment besoin aujourd'hui, où c'est un collectif, hem, qui avance vers un objectif et qui est prêt à accepter l'incertitude, l'inconfort, et ça, c'est valable pour les gens à bord, mais aussi pour les gens à terre. Waouh! C'est très marquant ce que tu dis. Je voudrais revenir sur quelque chose. Tu parlais de Thomas Coville, de 20 ans de soutien avec son sponsor, de 20 ans de navigation sur des ultimes. Hem, sou souvent ce qui manque finalement dans le sport féminin, c'est, c'est les conditions d'opportunité, c'est les conditions pour exceller. Hem, on sait que depuis toujours à peu près, les femmes dans le sport, se sont battues, pour, avoir accès, pour avoir le droit, pour avoir les moyens, pour avoir, les ressources, les terrains, pour avoir enfin les bateaux, pour tout. Il y a une difficulté, supplémentaire. Hem, je dis pas que c'est toujours facile pour les hommes, hein, mais comparativement, c'est généralement plus difficile, pour les femmes et sur tout un tas de niveaux. Tu parles de budget, ton budget, 10 fois moins important. Du coup, pour moi, c'est hyper important que votre performance soit homologuée en tant que record du monde. Parce que c'est presque un record. Je dirais que c'est important que ce soit féminin, mais c'est aussi un record du monde fait avec, entre guillemets «des moyens», limités, un temps de préparation limité. Donc ça donne encore plus de valeur à ce record. Parce qu'on se dit, «OK, elles se sont préparées pendant 4 mois, sur un bateau qu'elles connaissaient pas très bien sans avoir d'expérience. Donc si jamais, tu vois, tu voulais te lancer dans 20 ans d'ultime, ben qu'est-ce qui se passe dans 20 ans, tu vois? J'en sais rien, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire, mais aujourd'hui, plus généralement, on commence à peine à connaître très bien le corps des femmes, à se poser les questions des cycles menstruels, enfin on est quand même, c'est des sujets qui émergent, mais qui sont quand même pas encore maîtrisés. La préparation physique des femmes, on a très peu de données, et donc moi j'imagine un potentiel énorme, que ce soit, dans la voile ou dans d'autres sports. Ouais, tu as raison. Bah, déjà, je voulais, pour ceux qui connaissent pas très bien la voile, vous avez l'impression, parce qu'il y a des personnalités qui brillent dans les médias, des femmes, notamment sur le Vendée Globe, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de femmes dans la voile, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. On est encore que 5%, et sur un Vendée Globe 2020, on était 6 femmes pour 30 concurrents. Sur 2024, il y a 6 femmes pour 40 concurrents, donc on est reparti en arrière. Ça, c'est un point important à avoir à l'esprit. Pourquoi il y a pas beaucoup de représentation féminine? C'est exactement ce que tu viens d'évoquer. Le fait qu'on n'ait pas les moyens financiers pour gagner, on fait de la, comment tu dis? Heu, on peut pas, hem, faire de la figuration toute sa vie. En fait, quand on est un athlète de haut niveau, on a envie de gagner, homme ou femme, c'est pareil. Donc quand Mmh. au bout d'un moment, on te donne pas les moyens de vivre, de payer ton loyer, blablabla, et cetera, et d'avoir une machine qui correspond à ton niveau, bah, je comprends que certaines personnes, certaines femmes, bah, raccrochent les gants rapidement, en fait. Donc ça, c'est un volet important. Hem, on a encore besoin d'être validé par les mecs, ça, c'est un autre point important, parce qu'il y a beaucoup de gens, des journalistes, des sponsors, des navigants qui n'ont pas compris pourquoi j'ai fait un équipage 100% féminin. C'était pas mon intention au départ. Quand je rentre du Vendée Globe, je veux faire le trophée Jules Verne, j'ai toujours navigué en équipage mixte, équipage international. Et moi, je voulais faire ça au début. Et puis, je regarde les chiffres, le nombre de femmes qui ont fait le tour du monde en trimaran. Il y en a pas.
Et là, moi, ça me donne envie de vomir, en fait. Mon sport est un sport mixte. Ça veut dire qu'on court sur la même feuille de match que les hommes. Donc c'était obligé que je donne l'opportunité aux athlètes de haut niveau féminines de notre planète de faire partie de l'aventure et d'essayer, même si on part de très loin, de rééquilibrer un peu les choses. Et puis j'ai pas à me justifier. Si je veux faire un équipage 100% féminin, je fais un équipage 100% féminin. Et c'était pas pour des raisons de communication, parce qu'on n'est pas sorti de là avec des millions dans les poches. On a vraiment fait ça pour faire bouger les lignes de notre sport. Donc aujourd'hui, c'est clair que si tu n'as pas des partenaires qui s'engagent sur du moyen terme, ça peut pas fonctionner. Ou alors il faut être un peu obstiné comme moi. Et chaque année, si tu veux, c'est un peu précaire. Chaque année, tu re-signes tes contrats. Là, on avait des contrats de 3 ans pour le trophée Jules Verne et je remercie les partenaires, le CIC, Idexport, Soprasteria et Richard Mille qui ont cru en nous parce qu'ils partent sur un truc qui n'existe pas. Personne l'a fait. Donc ils se lancent, avec moi sans, savoir si on va y arriver. Je les remercie et voilà, j'ai vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, c'est important pour le sport féminin de trouver des partenaires qui s'engagent comme pour, des projets masculins. Sodebo, la famille Brochard, Patricia Brochard, avec Thomas Coville, quand il s'engage avec lui il y a 20 ans, ça a pris du temps. Ça a pris 20 ans avant qu'il batte le trophée Jules Verne. Un trophée Jules Verne qui n'avait pas été battu depuis 8 ans. Ils lui ont donné le temps. Le temps de faire son chemin, de faire son expérience. La voile, c'est un sport mécanique. Il y a un facteur chance aussi de pas casser la machine. Donc on peut pas réussir à tous les coups. Il y a moins de 50% des premières tentatives qui aboutissent. Et nous, on a C'est ce que je terminé. voulais dire. Ouais. Je voulais parler de ça parce que tu le dis souvent, tu dis la course et la course au large, il faut terminer. Exactement, avant de Av- vouloir gagner, il faut pouvoir terminer. Pour, pouvoir terminer, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Tu as la météo, tous les facteurs d'incertitude, même si maintenant on a de bons modèles météo et l'intelligence artificielle qui nous aide à encore plus, avoir des certitudes sur ce qui se passe, sur les prochains jours ou même peut-être les prochains 10 jours. Mais à l'échelle d'un tour du monde, tu peux pas savoir, ce qui va se passer. Quand tu pars de Brest, tu peux pas savoir ce qui va se passer après le cap de Bonne-Espérance. Donc c'est un peu comme Mm. si tu jettes les dés et là, tu tentes le coup et il y a beaucoup d'équipages masculins, d'équipages tout court, parce qu'il y a pas d'équipage féminin, d'équipages sur le trophée Jules Verne, qui ont fait demi-tour parce que la fenêtre météo n'était pas bonne, qui sont rentrés au port pour tenter une deuxième fois. Ça, nous, on n'a pas eu le droit de le faire parce qu'on avait le droit qu'à une tentative parce Une qu'on tente. n'avait pas le budget pour, essayer 2 fois. Donc si tu veux, le mindset dans cette confi, il est complètement différent. Hem et je pense que c'est intéressant de se dire dans la vie, quel que soit ton projet, n'attends pas que tout soit parfait pour démarrer. Sinon, tu vas jamais y aller, en fait. Il faut oser se mettre en mouvement. Si t'as pas toutes les cartes en main, bah, c'est pas grave. C'est un peu comme si tu te lances dans une partie de poker et au milieu de la partie, t'as pas des bonnes cartes et du coup, t'arrêtes de jouer. Tu vois, ça se fait pas. Tu continues. C'est- Écoute, en fait, c'est un encouragement. Toi, tu encourages à oser, mais avec beaucoup de méthode, avec beaucoup de préparation, avec beaucoup de travail. C'est pas partir à l'aventure comme ça. C'est enfin la réflexion, la préparation dans les moindres détails, ta boîte à outils de solutions qui sont pas qui sont à portée de main, mais que tu dois chaque fois adapter aux situations. Tout ça, c'est un autre point qui moi me fascine et je pense qu'il y a une caractéristique chez les championnes et chez les champions sans doute, hem, la capacité à apprendre tout le temps, tu vois? À apprendre, mais aussi évidemment à savoir utiliser ce que tu apprends. Mais je trouve qu'il y a cette et je pense que c'est la dynamique de la compétition, de la performance qui fait que tu cherches toujours à t'améliorer sur un plan ou un autre
et j'avoue que dans ton parcours, bah, ça mêle, l'aventure, la performance dans le sport, mais aussi le côté entrepreneurial et donc économique, business et finalement toi, tu dois avoir une boîte à outils qui est assez, géante, mais surtout très, très bien organisée. Ouais, écoute, j'essaye de progresser sur ce volet entrepreneur parce que, j'ai pas une formation, j'ai pas un écosystème, j'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, j'avais pas les codes, donc j'ai dû apprendre, au fil de l'eau en me faisant rouler dessus, parfois, bah, par des associés mal choisis ou des mauvaises rencontres et parce que, si tu veux, c'est clair qu'il y a des gens qui ont vu en moi une opportunité de faire de l'argent alors que moi je vois des opportunités de réaliser des projets. Et souvent je suis complètement en décalage, même si évidemment l'argent c'est important, sur, l'objectif du moment. Je passe 80 de mon temps à être chef d'entreprise, 20 à être, sur l'eau. J'ai pris un préparateur mental, récemment pour m'améliorer dans ma posture d'entrepreneur. Parce que j'ai une équipe de 35 personnes à gérer quand il y a tout le monde et je suis vraiment un super capitaine en mer et j'aimerais être un super capitaine à terre et transférer toutes mes compétences du bateau, à la terre. Ce monde de l'entrepreneuriat, je l'adore parce que même si c'est pas facile, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça te donne un champ des possibles infini. Hem, Tu commences, petit. J'ai commencé avec une association loi 1901, pour mon premier projet avec Roxy. Puis, aujourd'hui, j'ai 2 sociétés. Je suis en train d'en créer une troisième. Je crée une société qui sera société à mission et je crée une académie du leadership à Brest, pour, pouvoir justement partager tous ces apprentissages. Ce qui est important, c'est toujours cette histoire de partage finalement, qui fait que tu peux que sublimer tes projets sportifs ou d'entrepreneur si, tu es capable de les transférer, de les partager. Voilà, pour moi, je trouve que c'est passionnant. Je pense que ça fait vraiment flipper ma mère, par exemple, parce qu'elle me dit: «Non, tu vas pas encore acheter un bateau, tu vas pas encore faire un prêt et cetera». Mais la prise de risque, si elle est, maîtrisée et comprise, elle est indispensable, dans le jeu et en sport, c'est pareil. Tu beau avoir un plan, un schéma, il y a un moment où, bah, il faut prendre le petit risque qui fait que ça crée un jeu différent. Je vois ce que tu veux dire. Tu dans ton aventure entrepreneuriale, je crois que tu as fait partie de la première promotion du Palatine Women Project, c'est ça? Qui Ouais, t'a c'est exactement qui tombé dans le bon timing, en fait, au retour de mon Vendée Globe mmh, où je fonctionnais encore un peu de manière artisanale, c'est-à-dire, j'avais pas vraiment de budget prévisionnel. Ah si, j'avais quand même un budget prévisionnel, pas trop de business plan. Hem Une structure, en mode, bénévolat autour de moi, de comptables et cetera, de personnes qui m'aidaient et ce projet mené par, Séverine Debouy, que j'ai rencontrée grâce à Nathalie Simon. Nathalie Simon, c'est, la marraine de mes bateaux. C'est aussi une personne que j'admire comme Séverine parce que c'est des entrepreneurs de choc et des sportives, absolument extraordinaires. Ce programme Palatine, il te donne heu, les moyens de combler les trous dans la raquette de ton projet. Tu arrives avec un projet et là, on te propose, un nouveau réseau auquel tu n'avais pas accès, des compétences, des experts, et qui te permettent d'être un vrai booster, pour réaliser, ton projet et aussi ça te permet de rencontrer d'autres athlètes de haut niveau féminines qui sont entrepreneurs. Heu et finalement, tu te rends compte que t'es pas toute seule dans ton bateau. Il y a plein de gens qui sont dans le même bateau que toi et comme dans un équipage, bah, tu peux te soutenir, partager, échanger et ça, c'est, un vrai levier pour la performance, d'arriver
à regrouper toutes ces personnalités qui arrivent d'horizons différents, des âges différents, vraiment des ambitions complètement, hétéroclites, mais toutes avec, des grosses ambitions et une force, la force d'avoir été sportive ou d'être sportive qui fait que, bah, ça te fait, soulever des montagnes finalement, hein. Parce que, on sait que tant que la fin du match est pas sifflée, c'est pas terminé. Nous, c'est tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, c'est pas terminé, donc on lâche rien. Ouais, c'est dans ton caractère, c'est dans vos caractères, et c'est une vraie vertu dans l'entrepreneuriat et tu vois, moi qui ai créé ma société il y a un peu plus d'un an maintenant, je trouve que j'ai beaucoup de chance, à travers ce podcast de t'interviewer, d'interviewer d'autres championnes et de prendre un peu de ce que vous partagez et moi j'y pense très souvent en fait. Ça me donne de la force en fait et vous êtes, vous êtes mes rôles modèles à moi, parce que, sportive, entrepreneur, moi je suis un peu sportive et un peu plus entrepreneur et ça c'est très, très inspirant. J'espère que ça en inspirera beaucoup d'autres. Tu as parlé de For My Planet que tu as créé en 2010. On a parlé de transmission, tu as parlé des enfants qui te suivent. Il y a beaucoup de choses que tu portes, Alexia, cette partie, environnementale, que tu, enfin qui est chevillée au corps aussi. Plus largement, en fait, tu es en train de bâtir, ce que les Américains appellent une legacy, tu le sais. Tu es une pionnière dans beaucoup de domaines et tu prends le temps de partager tes aventures, mais tu prends le temps de construire. Tu peux nous parler un peu de For My Planet? Parce que je trouve que c'est un modèle, qui est vraiment particulièrement important. Alors, merci, j'avais pas regardé ce volet legacy et je vais un peu plus m'y intéresser, je pense, mais le For My Planet, j'ai créé en 2010. En 2010, donc je vous rappelle que j'avais démarré, ma première transatlantique en solitaire en 2005, donc en 2010, j'ai déjà fait, je crois, 7 transatlantiques en course en 5 ans et du coup, je commence à maîtriser le sujet, des transatlantiques, et du coup, j'arrive à sortir la tête du guidon et à regarder un peu ce qui se passe autour de moi et ça me donne envie, bah, de trouver une manière de préserver mon terrain de jeu. Donc mon terrain de jeu, c'est l'océan et je rencontre, à Nice, sur le bateau Tara, des scientifiques et des ingénieurs et on discute et là, je réalise que je peux installer des capteurs sur mes bateaux de course pour ramener des données, précieuses et rares aux gens qui observent l'océan. Donc ce sont des étudiants, des scientifiques. En fait, les données que je vais collecter, c'est une donnée toutes les 4 secondes grâce à un appareil qui s'appelle un thermosalinographe. On prend température, salinité, ça rend dans une banque mondiale de données et quand on va naviguer au sud du Pacifique, quand on fait le tour de l'Antarctique, en gros, il y a aucun bateau de recherche, il y a pas de données et du coup, ces données in situ, elles permettent, par exemple, d'étalonner des satellites européens qui observent l'océan. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième chose, le volet éducation. Donner envie aux enfants et aux jeunes, de sortir de cette posture où tu te dis: «Je suis pas taillée pour le job». Moi, Alexia Barrier, je ne suis pas du tout taillée pour le job d'être skipper du Vendée Globe à la base et c'est pas pour ça que je n'y suis pas arrivée, donc de leur donner un peu de l'envie, voilà, de foncer, de s'accrocher à leurs rêves, à leurs projets et aussi leur donner envie de préserver, leur terrain de jeu. Donc j'ai démarré avec des kits numériques, des magazines numériques que j'écrivais moi-même, en 2010. J'ai créé donc l'association au moment où je partais pour ma première tentative de tour du monde, au départ de Monaco, avec escale. Je voulais juste voir si j'étais capable, c'était hors course, si j'étais capable de faire un tour du monde sur un IMOCA, un bateau du Vendée Globe, avant d'aller demander des centaines de milliers d'euros pour me lancer. Tu sais, c'est un peu notre truc, je pense, les femmes, de se dire, «D'abord, je vais voir si je suis capable avant d'y aller», quoi. Et moi, je le fais à l'échelle d'un tour du monde en bateau. Encore un truc que personne n'avait jamais fait, de partir de Monaco pour faire un tour du monde et du coup,
7 associations For My Planet qui réalisent des projets d'envergure maintenant, au niveau international. On crée des films de réalité virtuelle pour les enfants. On produit ça avec, Wild Immersion qui est spécialiste dans ce domaine et cetera et cetera. Cette association, si je l'avais pas, je pense que j'aurais arrêté la voile depuis longtemps. Parce que gagner des compètes, établir des records, c'est cool, mais quelque part et OK, on crée des récits incroyables, on crée de la valeur pour nos partenaires, de la notoriété, de l'image, du partage, de la communication interne. Il y a énormément de choses qui rapportent, de l'argent à nos partenaires grâce à ces courses. Mais personnellement, c'est vraiment, je trouve, une histoire d'ego avant tout, d'avoir envie de gagner et le fait de dézoomer et de faire, ces projets qui me dépassent complètement, ces projets satellites du projet sportif. C'est ça, en fait, quand je suis dans la tempête, c'est ça qui me fait tenir debout et 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 vouloir aller le plus vite possible, vers la ligne d'arrivée. Parce que je sais que je suis utile à autre chose que uniquement, heu, être sur le podium à la fin de la course. OK. Tu vois plus tu as, ta vision du bateau et tu as ta vision de la planète et les 2 et les 2 concourent à ce que tu es, ce que tu fais heu, et c'est très impressionnant. Je pense que oui, tu peux vraiment réfléchir à ce sujet de legacy, parce que tu es vraiment en train de construire quelque chose de très spécial, Alexia. Et tu sais, je m'en Est-ce rends compte, parfois quand les gens comme l'autre jour, tu sais, je donne des conférences, dans des ent pour des entreprises et surtout pour mes partenaires et une dame m'a témoigné, elle était, directrice de région, heu qu'elle s'était pour le bilan, semestriel, elle avait fait comme un jeu de rôle où elle disait qu'elle était le capitaine Alexia Barrier. Elle avait pris un peu, toutes les images que je peux partager dans mes courses pour réussir à faire partager ces messages, à ses collaborateurs qui avaient suivi notre trophée Jules Verne et j'étais là: «Mais c'est trop génial, c'est trop rigolo, Eh ouais, vas-y, prends ce que tu veux de mes projets parce que si ça peut être utile, aux autres, c'est juste canon». et bah, ça l'est, tu le sais. Est-ce que tu as envie, mais il y a aucune obligation, de nous parler un peu de tes prochains projets? Parce que j'imagine que ça doit, tourbillonner et et je Bon, sais pas dans quel sens, tu as mais compris qu'avant de terminer, une course ou un record, je suis déjà en train de travailler sur le coup d'après et là, ça va être un retour au solitaire. Hem, Encore une fois, c'est une volonté personnelle de revenir sur cette course que j'ai courue en IMOCA en 2018 et là, de courir à bord d'un ultime, c'est pour moi quelque chose de très motivant d'un point de vue sportif. C'est la Route du Rhum donc cette année qui partira le 1er novembre et en même temps c'est, comme je suis la première femme de l'histoire, dans cette classe, évidemment, ça va avoir d'autres impacts que uniquement moi qui fais la course, parce que j'adore ça. Ça va continuer à faire bouger les lignes de notre sport. Et ça, c'est chouette. Alors, le défi, il est immense, hein, parce qu'un trimaran géant, un ultime, ça fait la taille de 2 cours de tennis. Le mât fait Mmh. 34 mètres de haut. Moi, j'ai un bateau qui a 20 ans, qui est beaucoup plus physique que tous les bateaux récents. Donc l'enjeu, c'est vraiment de terminer la course et c'est un bateau de légende. Il a gagné 3 fois la Route du Rhum avec, Franck Camas, avec Loïc Perron, avec, Francis Joyon. Donc c'est clair que j'aurai ça en tête pendant la course. À la fin de cette campagne du trophée Jules Verne, on avait signé avec nos partenaires pour 3 ans et dès que je suis rentrée, en fait, j'ai pas pu me reposer. J'ai dû aller convaincre, de repartir pour poursuivre l'histoire. Parce que l'histoire, elle sert évidemment à participer à des courses et à avoir des retombées médias et à faire du business. Mais l'histoire, elle est plus grande que nous et si on l'arrête là, c'est vraiment dommage. Après avoir, établi ce record autour du monde, maintenant on connaît le bateau, donc je Mmh. vais pouvoir
être accompagnée de mes équipières sur les entraînements qui vont m'aider à trouver comment on fonctionne en solitaire. Loïc Perron, qui n'est pas le plus costaud des skippers, mais qui est le plus malin, va venir aussi, m'aider. Ça, c'est important Ouais, aussi de le mentionner, c'est que comme on n'avait pas d'expertise en trimaran, on a fait appel aux meilleurs skippers internationaux masculins qui ont accepté de d'accord. venir nous apprendre à nous servir d'un trimaran, à aller vite, en sécurité et accepter de rester sur le quai et être super fiers de nous voir partir. Donc on continue sur cette route et en 2027, il y aura des records en équipage et en 2028, 2 tours du monde, un tour du monde en solitaire et ça encore, c'est une première sur un ultime et à la fin de l'année, de nouveau un trophée Jules Verne 100 féminin pour aller chercher notre record et puis aller chercher des nouveaux talents, des nouveaux visages, toujours à l'international, hem, pour changer le visage de notre sport qui est, hem, très connu en France et très centralisé sur une région Bretagne que j'adore, mais je pense qu'il est temps maintenant de s'ouvrir au monde, et d'avoir d'autres ambitions. C'est vrai et ça le mérite. Donc tu connais ton planning pour les 3 prochaines années, à peu près, hem et tu vas pas beaucoup te reposer. Donc prends soin de toi. Pour terminer ce podcast, je vais te poser nos 2 questions signature. Hem, la première, c'est: quel est ton moment de sport féminin? Et ça peut être de toi ou pas de toi. Mon moment de sport féminin, il y a quelqu'un qui m'a vraiment bluffée, dernièrement, c'est Lindsey Vonn, heu qui est repartie, sur, une campagne olympique et elle avait pas besoin de le faire. Enfin franchement, c'est une légende, c'est une sportive, absolument incroyable, une femme, une entrepreneure incroyable et elle y est allée parce qu'elle avait envie de le faire et voilà, elle s'est pas préoccupée des commentaires et sur son âge ou autre et dommage qu'elle se soit blessée, mais j'ai trouvé ça vraiment classe, en fait, d'oser se relancer. Juste parce qu'on a envie de le faire et c'était vraiment très inspirant pour moi de voir ça. C'est amusant parce que j'ai fait mon édito, de la newsletter de cette semaine sur Lindsey Vonn, sur Serena, Ah yes, sur Allyson Félix et sur Mélina Robert-Misson qui poursuivent, qui se préoccupent pas de ce que pensent les autres et qui sont dans cette liberté et cette puissance qui c'est la fait du bien et puissance, qui tu as inspire. raison, c'est ça, c'est des femmes puissantes. Ouais. Ouais. Et alors la dernière question, c'est: que signifie pour toi le mot coalition, qui est le nom de notre podcast? Ouais. Mmh. Une coalition, pour moi, c'est un ensemble de personnes, mais au-delà de ça, je pense que c'est important que ce soit un ensemble, de talents, qui soient vraiment dans la diversité. Qu'il y ait pas de limite, de palmarès, d'âge, de genre et ce collectif en fait, cette coalition qui existe pour, j'en ai parlé beaucoup dans notre, conversation, mais qui existe pour réaliser des projets qui sont plus grands que nous et il y a que comme ça qu'on peut, avoir des récits humains forts et on en a tellement besoin aujourd'hui pour donner une bouffée d'air et d'espoir, aux personnes qui nous suivent et leur donner envie de se mettre en mouvement et ça devrait être vraiment ce qui nous fait nous lever le matin quand on porte des projets, sortir la tête du guidon, regarder autour de nous et essayer d'embarquer un maximum de gens parce que les gens ont besoin d'être portés et ils ont besoin d'un sillage pour suivre des grands projets et aussi réaliser leurs rêves. Ça devrait être, permis à tout le monde, en fait. Mais Alexia, je crois que tu nous as toutes et tous embarqués et merci pour ce partage, passionnant. Je suis, ouais, je suis encore plus motivée pour avancer dans mes projets à moi, pour suivre les tiens et vraiment je pense que tu fais quelque chose qui est, comme tu le dis, plus grand. Tu en as conscience, mais je sais pas si tu as conscience de à quel point tu fais des choses plus grandes. Merci Alexia. Merci beaucoup, Sophie. C'était Coalition, le podcast de Sport Power. Merci de nous avoir écoutés
Et pour suivre toute l'actualité business du sport féminin, abonnez-vous à notre page LinkedIn et à notre newsletter sur le site sportpower.com. Et surtout, rejoignez-nous dans la coalition.